Bonjour, donc je suis Claire Scopsi, je suis maître de conférence au CNAM et j'enseigne à l'INTD où j'ai moi-même été formée à la documentation il y a maintenant pas mal de temps, hein, quelques dizaines d'années. Et pour ceux qui, certains le savent, d'autres ne le savent pas, mais c'est ici que Suzanne Briet a donné les premiers cours de les presque premiers cours de documentation, et que se sont élaborés des fondamentaux du document, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui, que les Américains appellent la document theory. Alors je vous propose, pour lancer un peu ce cycle de séminaire, je suis retournée sur les fondamentaux du document, certes les fondamentaux du document, des années 30-50, et j'ai choisi trois thématiques, trois fondamentaux, pour voir justement, puisque nous parlons de disruption, terme à la mode, mais encore faut-il l'assumer, quels peuvent être les changements et les disruptions donc, qui se posent par rapport à ces fondamentaux. Le premier, bien sûr, Suzanne Briet, hein, qui a été directrice pendant 2 ans, fondatrice et directrice de l'INTD. Vous vous souvenez que Suzanne Briet, c'est la dame à l'antilope, c'est-à-dire que c'est elle qui nous a expliqué qu'une antilope qui court dans la savane est un animal, mais que lorsqu'il est dans un muséum d'histoire naturelle avec une pancarte et qu'on la décrit, qu'on la dessine, je ne sais pas si on l'a photographiée dans les années 50, et les chercheurs la commentaient et la notaient, elle devenait un document. Donc grâce à Suzanne Briet, nous savons que tout peut être document, et que tout peut être document par attribution, même si au départ, la maman antilope, bien sûr, n'a pas produit sa petite antilope pour devenir un document. C'est nous qui, par l'usage, le faisons. Ce que dit Suzanne Briet, je la cite dans la page 8 de « Qu'est-ce que la documentation ?», son grand classique, « L'antilope n'est pas un document, c'est l'antilope cataloguée qui devient un document primaire. C'est le document secondaire qui consacre le document primaire. » Et pour Briet, donc, c'est l'activité humaine raisonnée qui crée les documents secondaires et qui donc crée le document. Dans le traitement des archives, on peut dire que l'inventaire, l'instrument de recherche, l'inscription dans une liste patrimoniale, c'est ce travail de document secondaire, hein, une liste peut-être un document secondaire, qui va donc créer le document. Et n'oublions pas, c'est nous qui créons le document par une activité humaine et intellectuelle. Deuxième fondamental, Paul Hotelet. Alors, je ne respecte pas l'ordre chronologique. Hein. Le traité de documentation 1934, donc un peu avant. Et la succession, j'ai relu récemment, enfin je l'ai lu récemment, n'exagérons pas, et j'en connaissais que des petits bouts. C'est un énorme livre qui aborde tout, mais absolument tout. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il aborde le livre par une succession d'emboîtements. Hotelet parle d'unité de sectionnement. En fait, il travaille par analogie à la science dure, la science empirique, et il essaie de déterminer une unité de référence qui serait un étalon du livre et comparable aux unités de mesure scientifiques que sont le mètre ou le gramme. Il essaie d'imaginer le gramme du livre, en quelque sorte, qu'on peut ensuite multiplier ou diviser. Alors, il détermine des espèces de divisions qui peuvent être des unités de sens ou distinctes des unités de sens. Le livre, le tome, qui est une unité physique, et alors là, déjà, on n'est pas d'accord entre nous, enfin, on n'est pas d'accord forcément avec Paul Hotelet, donc le livre, le tome, unité physique pour Paul Hotelet, le volume, unité de sens pour Paul Hotelet, le chapitre, qui est aussi une division de sens, parce que Paul Hotelet dit que c'est au fin du meilleur ordre et de la plus facile intelligence. Donc c'est pour mieux comprendre que l'on crée des chapitres, le paragraphe, le verset, qu'on a un peu oublié de nos jours, mais qui sont des courtes phrases de 2 ou 3 phrases au plus de Paul Hotelet. Puis la phrase, puis la ligne, puis le mot. Et ce qui est frappant, c'est que dans toutes ces explications et cette description du livre, du plus large au plus fin, on sent une tension permanente entre le sens et le physique et la forme et le sens. Par exemple, sur le chapitre, Hotelet débat avec lui-même, les auteurs parfois donnent à plusieurs chapitres qui se suivent le même intitulé et en font des suites ou des fins. C'est un procédé inadmissible. Un chapitre égale une idée. Et on ne la prolonge pas dans les chapitres suivants. Et ensuite, ces parties doivent être identifiées de façon rigoureuse, c'est-à-dire numérotées, titrées, paginées si ce sont des pages. Hotelet va jusqu'à indiquer un système d'identification numérique pour indiquer l'emplacement d'un mot. Par exemple, P.35 petit 9 underscore petit 4 signifie pour lui, page 35, ligne 9,
quatrième mot de la ligne 9. Et il faut noter que ce système d'identification du mot ne nous sert à rien à nous humains. On n'en a absolument pas besoin, et on l'a d'ailleurs oublié, ce codage du mot. Parce qu'à partir du moment où on a la ligne, on est capable de retrouver le mot facilement. Donc il a inventé des systèmes d'identification qui, à la limite, ne servent à rien pour un être humain. En revanche, pour un ordinateur, on a réinventé des systèmes d'identification du mot et de son emplacement, puisqu'on a besoin de faire des recherches par mot et des rechercher et remplacer de mots. Mais on voit bien qu'un ordinateur et un humain n'ont pas les mêmes besoins. Donc ce que je retiendrai là de Paul Hotelet, et c'est une toute petite partie de toute son œuvre énorme, c'est sa logique descendante et hiérarchisée. Une hiérarchie tant bien que mal à cause des tensions entre les divisions de sens et des divisions physiques. Et le troisième concept fondamental, il est issu des travaux du RTP-DOC, auquel notre laboratoire de recherche d'ISAN-IDF, qui co-organise ce séminaire, est issu, et que Jean-Michel Salin, ce troisième concept, Jean-Michel Salin le résume en vu, lu, su. Vu, la forme du document, lu, le sens, le codage, le langage par exemple, l'écriture, etc., la sémiotique, et le su, le caractère social, c'est-à-dire la connaissance produite par ce document. Alors dans ces trois fondamentaux, quelles sont les disruptions que l'on peut observer avec le numérique? Recommençons avec Briet, la fin de l'intervention humaine. Point d'interrogation. Qui décide de produire le document secondaire? Donc, qui décide de consacrer le document primaire? C'est l'intention humaine. Elle donne les moyens de penser un objet comme document. Soit a priori, le livre est produit a priori pour être un document et il est déjà structuré de façon à pouvoir être décrit, chapitre, titre, page, numéro de page, etc. Parce que a priori, quand on crée un livre, c'est un document. Ou a posteriori, l'antilope, à qui on va, après sa naissance, et sur certains individus, produire des documents secondaires. Donc c'est une question, cette intention humaine, profondément humaine et sociale. La conséquence de cela est que si nous n'avons pas les outils de création du document, si nous n'avons pas les outils de création du document secondaire d'un objet, c'est-à-dire si nous n'avons pas les schémas de métadonnées et la conscience de la structure d'une chose, eh bien cette chose ne peut pas être un document. D'où l'importance et la prolifération actuelle des schémas de métadonnées. Notamment avec les humanités numériques, on assiste à des créations de groupes de travail, beaucoup avec des archivistes, qui inventent des schémas de métadonnées, les mettent au point pour décrire de nouveaux objets et de nouveaux documents. Je pense par exemple à des groupes de travail extrêmement intéressants. L'un qui travaille sur les publicités d'écrivains et qui invente le schéma de description de la publicité d'écrivain, et la publicité d'écrivain devient un document particulier qui auparavant on ne regardait pas, on ne considérait pas comme tel. De même, le groupe qui travaille sur les correspondances et qui a inventé le schéma, qui a fait des recommandations, qui n'a pas fait de schéma de description, mais a fait des recommandations pour la description documentaire des correspondances, non pas de la lettre, mais de l'échange de lettres, vient de créer un document composite qui est la correspondance, et non pas la lettre, qu'on va pouvoir considérer comme un document, comme une œuvre composite. Et ça, c'est vraiment, c'est toute la puissance d'un groupe de travail d'humains qui se met à réfléchir sur un document qu'on ne voyait pas auparavant comme un document. Alors, on délègue la production des données, ou même la production des documents, à des algorithmes, à des machines. On leur délègue l'indexation. Mais un algorithme peut-il prendre la décision de documenter un objet ou un type d'objet si ces objets n'ont pas déjà été pensés auparavant par un humain? Par exemple, l'algorithme du moteur de recherche de Google, elle est conçue pour considérer le fichier HTML, fichier PHP, fichier PDF, comme l'unité documentaire. Il indexe et recherche un fichier. Il ne peut pas prendre l'initiative de penser à un autre niveau de document. Donc, l'algorithme de Google ne sait pas que le site web existe. Et il ne peut pas l'inventer. Avec la question de l'unité indexée ou cataloguée, c'est donc la place de l'humain dans le traitement des documents qu'on envisage. Passons à Paul Hotelet et à sa hiérarchie des unités de sectionnement. La hiérarchie des unités, c'est ce que nous appelons, nous, la granularité, qui est bousculée par le numérique. C'est le fichier musical qui s'affranchit de la plage, du disque et de l'album et du coffret. C'est l'article de la revue numérique qui existe indépendamment du dossier ou du numéro ou de la collection de la revue.
Mais derrière cette autonomisation du grain reste la question de la tension entre sens et structure. Prenons pour exemple la carte géographique. Je constate ça parce que j'ai une élève de licence professionnelle, qui a fait un travail formidable de réflexion sur les cartes géographiques, puisqu'elle avait à analyser un atlas de cartes sur les migrants qui devait être numérisé. Et elle a fait tout son mémoire formidable sur cette notion de grain et d'unité de sectionnement de la carte géographique. Alors elle a identifié le fond de carte, c'est-à-dire la forme qu'on donne au territoire. Puis les données, c'est-à-dire le choix de ce qu'on va démontrer. Quelles données on va montrer. Puis les codes de visualisation, la data visualisation, les couleurs, les choix de couleurs. On a colorié des cartes géographiques quand on était enfant. Mais les volumes aussi des petits ronds, des signaux qu'on va positionner sur la carte. C'est le choix de comment on va démontrer et de comment on va convaincre. C'est une rhétorique. En fait, déjà, tout est rhétorique là-dedans. Et au-delà, la page de la carte avec son titre, ses commentaires, sa légende. Et puis l'atlas, qui est un assemblage de cartes dont la succession a un sens. Et qui raconte une narration, qui forme une narration, parce qu'elles sont assemblées. Mais tous ces éléments, le numérique va les autonomiser, les atomiser et les autonomiser. On va pouvoir les recombiner, on va pouvoir les éclater, jusqu'à même isoler, par exemple, le fond de carte. Alors, que va-t-on faire du sens et de ces sens successifs qui ont été ajoutés par toutes ces couches? Elle se posait la question, mais comment je vais décrire le sens de mon atlas qui va disparaître dans l'approche numérique? Eh bien ça, on trouve évidemment, vous y pensez, l'équivalent dans les opérations de numérisation de fonds d'archives. Où par exemple, les documents sont isolés, je sais que ça existe dans certains projets, les documents sont isolés d'instruments de recherche, mis dans une base de données documentaire, et vont pouvoir être accessibles un par un. Mais cet instrument de recherche qu'on a éliminé, il indiquait l'ordre et la hiérarchie voulus par l'archiviste, et argumentés par lui ou par elle. De ce fait, ces documents ne forment plus l'unité de sens prévue au départ. Comment nos normes vont-elles pouvoir modéliser le sens du document composite, c'est-à-dire décrire ce supplément de sens donné par l'assemblage des grains de données? Ça aussi, c'est un enjeu parce que cette description n'existe pas. Ce schéma de métadonnées n'existe pas, nous n'avons pas encore pensé nos documents composites suffisamment, ou alors vraiment dans des projets encore très particuliers. Troisième fondamental, et troisième disruption, le vu-lu-su des big data. Est-ce que les catégories de PDOC survivent aux big data? Quelle est la forme, le sens, la connaissance d'un flux de données issu d'un appareil de mesure ou d'un objet connecté? Imaginons, et traité par un algorithme, directement traité par un algorithme. Imaginons un PES-person connecté, dont les mesures, chaque fois que vous vous pesez tous les matins, vont partir peut-être chez un chercheur ou chez votre médecin. Et va être analysé par l'ordinateur de ce médecin ou de ce chercheur. Où se place l'humain dans cette chaîne de traitement? Ces données n'ont pas de sens en soi. Votre poids chaque jour n'a pas de sens en soi, sauf pour vous, sauf si on sait que c'est le vôtre, et que chaque jour, on sait que ces données sont les vôtres. Ça a du sens peut-être parce que vous surveillez votre poids pour une raison X, Y, Z. Ça a du sens par votre médecin peut-être parce qu'il surveille chez vous l'évolution peut-être d'une maladie. Ou ça peut avoir du sens chez un chercheur parce qu'il va analyser ces données en les mettant, en les regroupant au niveau géographique, par exemple, pour évaluer l'état de santé ou le poids des personnes d'un territoire. Ça se fait. Mais c'est bien donc la décision d'un humain de faire décoder ces données, c'est donc le LU, le codage, et de croiser ces datas entre elles pour produire une certaine forme d'information de connaissance, et donc c'est le SU. C'est donc cette décision humaine qui va donner donc du sens à ces flux de données. Mais alors il y a donc plusieurs humains qui sur la chaîne vont avoir d'un côté déterminé le format structurel en XML par exemple des données, un autre va décider comment les décoder, un troisième va décider comment les croiser. Et ce ne sont pas les mêmes individus. Ce qui va changer, c'est que ces individus-là, ce sont d'autres profils que ceux que l'on connaissait jusqu'à présent, et ce sont peut-être 3 personnes différentes, avec des métiers différents. Un informaticien qui s'occupe uniquement du format des données, un data scientist qui va croiser qui va décoder et croiser les sorties de données de l'objet connecté, et puis peut-être un scientifique, soit en sciences humaines, soit en médecine, soit dans n'importe quel domaine, qui va ensuite les interpréter et leur donner du sens.
Donc le problème de la délégation aux machines aussi est qu'elles produisent plus que ce que nous pouvons traiter. Il faut donc déléguer aux machines également l'archivage. Et on arrive à la question, et là je viens de sauter un paragraphe, c'est pour ça que vous n'y comprenez rien, il ne faut pas oublier non plus les données volumineuses, c'est-à-dire les documents nativement numériques, qui sont maintenant produits en très grande quantité par les entreprises et les organismes, mais qui sont dotés d'un sens individuel, ce qui est différent de ce que je viens de parler dans les big data. C'est-à-dire le mail, le courrier, le document technique, ou le chapitre d'un document technique, l'article. Comment traiter ces masses de données, des milliers, des centaines de milliers de documents, tout en préservant leur identité individuelle? Parce que ceux-là que les archivistes connaissent, parce que c'est plutôt les archivistes qui les récupèrent, savent très bien que malgré leur grand nombre, si un disparaît, si par malheur c'est le document probant ou c'est le document technique de l'élément dont on a besoin, c'est un pan de connaissance qui disparaît et qui n'est pas remplaçable. Donc comment à la fois jouer sur les deux tableaux, déléguer aux machines le volume sans pouvoir le traiter soi-même, tout en maintenant la préservation de l'unité de sens dont on aura besoin à être sûr que chaque unité est préservée. Ça, c'est vraiment, je dirais, un enjeu énorme. Donc là, pour moi, la question qu'on pourra traiter dans ce séminaire, séance après séance, c'est où intervient l'humain et où est-il irremplaçable et comment il peut déléguer aux machines. Pour ce faire, je vais finir par une citation d'un de nos collègues, Dominique Cotte, qui a disparu l'année dernière, qui aurait eu sa place dans ce séminaire, bien sûr. C'est extrait d'un article qu'il a publié en 2015 qui s'appelle « La culture numérique entre l'appréhension de l'oubli et la fabrication de la mémoire ». Je cite Dominique Cotte. « C'est pourquoi la pratique de l'archivage a vu son esprit même changer, passant d'intervention post-festum, avec le recueil de documents achevés et archivables, à une activité de marquage des flux qui capte le moment précis où une pièce, un document, devient archive et en arrête dès lors un certain nombre de traits caractéristiques qui devront durer autant que l'œuvre ou le document. Et c'est précisément le rôle que jouent les métadonnées, elles-mêmes inscrites dans des formats précis pour dire le document, dire son avenir, en décrire les mécanismes de mémoire ou en programmer l'oubli. À la mémoire de volonté dont parle Nietzsche, fait ici écho une volonté de mémoire qui s'incarne dans des instructions informatiques guidées par la norme. Et je crois qu'on a tout dans cette phrase, qui est un peu longue, un peu difficile à comprendre, mais on a vraiment tout le métier, c'est-à-dire l'humain qui dicte les normes, qui dit le document, et qui doit ensuite les déléguer aux machines. Et c'est vraiment le nœud de la difficulté de la préservation de la mémoire et donc aussi de l'oubli. Et je vous remercie pour votre attention.